Jean Leonetti, vous êtes maire d'Antibes, président de la communauté d'agglo Sophia Antipolis. Vous avez été député, ministre des Affaires européennes. On le sait moins, vous êtes cardiologue et c'est peut-être à cause de cette formation que vous avez été amené à coproduire avec Alain Claes la loi qui porte votre nom. C'est possible. C'est aussi parce que, à la fois dans la première mouture, j'avais la réputation d'être un modéré. Et puis, le président Hollande, après le président Chirac, nous a confié à Alain Claes et à moi-même une mission. Et il fallait un député de la majorité, un député de l'opposition. Et c'est donc cet équilibre qui a voulu être respecté. Donc en fait, la loi Leonetti, tout le monde connaît son nom, mais que dit-elle? On va rappeler les grands principes de la loi, si vous le voulez bien. C'est-à-dire qu'au fond, il y a trois engagements qui sont majeurs. C'est le non-abandon, la non-souffrance et le non-acharnement thérapeutique, qu'on appelle en médecine l'obstination déraisonnable. C'est ces trois engagements. Au fond, on pourrait dire « je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai pas souffrir ». Et je ne te prolongerai pas au-delà du nécessaire. Ces engagements, bien sûr, ils ne sont pas uniquement moraux, il y a des mises en place techniques et administratives et juridiques qui permettent d'y répondre. Mais enfin, c'est ces trois éléments-là qui sont les trois éléments majeurs, la non-souffrance, le non-abandon et le non-acharnement thérapeutique. L'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique, comment on le définit? Lorsque le Conseil d'État a été saisi sur ce sujet, il m'a demandé justement de définir l'obstination déraisonnable. Déjà, dans le code de déontologie médicale, il y avait des tentatives, voilà. Mais on a essayé de le préciser un peu plus. Et pour le préciser, on a dit qu'au fond, c'était, on pouvait ne pas mettre en œuvre ou arrêter des traitements, même si c'était des traitements de survie, s'ils apparaissaient comme inutiles, ce qui est bien la moindre des choses, disproportionnés, c'est-à-dire que la souffrance engendrée n'était pas associée à un bénéfice pour le malade objectif, ou bien s'il n'avait d'autre but que le maintien artificiel de la vie. Au fond, on visait dans cet alinéa la vie purement biologique, la vie purement végétative. Or, on sait malheureusement ou heureusement que la performance médicale peut maintenir en vie des corps avec des lésions cérébrales majeures et irréversibles qui empêchent toute conscience de son existence et toute relation à l'autre. Et donc, dans ces cas-là, on ne dit pas qu'on doit arrêter les traitements, mais en tout cas, on doit se poser la question de la pertinence de la poursuite de la thérapeutique. Il y a un aspect important aussi, c'est assurer une fin de vie digne et prendre en compte la souffrance. Alors, la dignité, c'est quelque chose qu'on lit dans le regard de l'autre. Et la dignité, ça a une définition, je dirais, constitutionnelle. Donc, je me garderai bien de dire s'il y a des fins de vie dignes ou indignes. Ce que je pense surtout, c'est qu'il y a des conditions qui sont inacceptables, en tout cas, encore dans notre pays, sur des fins de vie dans lesquelles il y a de la souffrance. Après, la question de la souffrance, c'est qu'est-ce que c'est que souffrir? On peut souffrir par la douleur. Et au fond, c'est la chose qui peut la mieux être objectivée et contre lequel on a des thérapeutiques et des procédures qui sont les plus efficaces. Je ne dis pas qu'on y arrive à 100%, mais en tout cas, on a des moyens thérapeutiques, une pharmacologie et des techniques qui sont performantes. Le deuxième, c'est la souffrance morale. La souffrance morale, elle est plus complexe parce qu'elle résulte souvent de la maladie, de la perspective, de l'angoisse de la mort, ou bien du sentiment d'inutilité, ou du sentiment de peser sur une société, ou de peser sur la famille. Au fond, il vaudrait mieux que je ne sois pas là pour pas que vous souffriez de me voir souffrir. La troisième souffrance, c'est une souffrance encore plus complexe, c'est une souffrance existentielle, c'est-à-dire à quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre? Est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Et donc ça, c'est au fond une souffrance que chacun d'entre nous peut ressentir à un moment de sa vie. C'est le tragique de la vie que tous les philosophes ont évoqué. Et moi qui suis un lecteur assidu de Camus, il commence d'ailleurs le mythe de Sisyphe par cette évocation. Il dit
La seule question philosophique véritable, c'est le suicide. Ma vie vaut-elle ou non la peine d'être vécue? Et si je réponds par la négative, je dois évidemment mettre fin à mes jours. Donc, on voit bien que sur la première, on peut l'évaluer et on peut agir. Sur la deuxième, il faut, je dirais, une force d'empathie, une sécrétion d'espérance et de volonté de considérer l'autre, quelle que soit sa situation, en totale dignité et humanité. L'autre, l'existentiel, est-ce que vraiment les gens se tuent pour des problèmes existentiels? Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens essayer ou arriver à mettre fin à leur jour. J'en ai rarement vu qui étaient riches, bien portants, avec un entourage familial heureux, des enfants qui les aimaient, des conjoints, et dire, ah ben, finalement, ce matin, je considère que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et ils se donnent la mort. Généralement, on présente toujours le suicide comme un élément de liberté, ou le désir de mort. Le désir de mort et la possibilité de se tuer est une liberté en France, c'est un droit à liberté. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas une motivation de souffrance. Donc, la motivation, elle est probablement un désir de liberté, de se libérer. C'est aussi une situation, une impasse qui entraîne une telle souffrance que le néant vaut mieux que la vie qu'on mène. Donc, dans l'acte de soigner, il y a le soin technique, mais il y a aussi prendre soin. C'est le classique care et cure. Le traitement, c'est pour ça que dans la loi, le traitement peut être interrompu. Je peux arrêter un respirateur, je peux arrêter une dialyse, je peux arrêter des éléments de soins, je peux arrêter une chimiothérapie, je peux arrêter un traitement parce que je trouve qu'il devient inutile, disproportionné, etc. En revanche, je n'arrête jamais de soigner, je n'arrête jamais de prendre soin. N'arrête jamais de considérer que l'autre a besoin à la fois de la société et puis de la force médicale, de sa compétence pour soulager, voire annihiler la souffrance et permettre une fin de vie sereine et apaisée. Au passage, il y a écrit dans la loi que si, en fin de vie, pour soulager la souffrance, il y a comme conséquence le fait de raccourcir la vie, ça n'est pas un obstacle parce qu'en fin de vie, la qualité de vie prime sur la durée de la vie. On parle de bénéficier d'une sédation profonde et continue. C'est à ça que vous faites allusion? Alors, la sédation profonde et continue, c'était une pratique qui existait et qui existait dans une circonstance particulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le malade continue à avoir une souffrance ressentie qu'il juge insupportable et il est à la fin de sa vie. Il va mourir dans les heures, les jours ou les semaines qui vont venir. Et donc, la question, c'est que j'ai une souffrance réfractaire aux médicaments dont je dispose. Et donc, ce que l'on sait par ailleurs, c'est que quand on a une anesthésie, on n'a pas de souffrance, ni physique, ni morale. Et donc, on fait dormir le malade pour qu'il ne souffre pas avant de mourir. Bien entendu, il y a dans l'inconscient, entre dormir et mourir, des analogies. Vous savez, dans la mythologie grecque, les deux divinités sont les frères jumeaux de la nuit. Donc, on pourrait penser qu'en faisant dormir, on va faire mourir. En réalité, on endort le malade pour qu'il ne souffre pas, et la mort qui doit survenir survient. Survient-elle plus tôt que si on ne le faisait pas dormir? Personne ne le saura jamais. Et au fond, même les médecins réanimateurs s'interrogent encore sur l'incidence de la non-souffrance sur l'accélération de la mort chez les patients chez lesquels on applique ces thérapeutiques. Il faut avoir à l'esprit une seule chose, ma mission, c'est qu'il ne souffre pas, et peut-être que ça rallonge sa vie, peut-être que ça ne le modifie pas, peut-être que ça la raccourcit. Je dirais que c'est un problème paradoxalement secondaire.
La loi parle aussi de directive anticipée. On va rappeler ce que c'est qu'une directive anticipée. Ce n'est pas un testament de vie, mais c'est au cas où je ne pourrais pas répondre aux questions que me posera le médecin sur la poursuite ou non d'un traitement. Parce que l'acharnement thérapeutique, c'est le malade qui le décide. Si je dis je vous propose une chimiothérapie que le malade dit j'en veux pas, on la fera pas. Si on lui propose une opération et qu'il dit j'en veux pas, on la fera pas. Même si nous savons et nous essayons de persuader le malade que s'il choisit la chimiothérapie ou la chirurgie, sa vie en sera améliorée et allongée. C'est lui qui décide de manière lucide et éclairée. C'est le code de déontologie et c'est la règle qui me paraît juste. Mais malheureusement, souvent, on se trouve dans des situations, et de plus en plus avec une médecine performante, dans des situations dans lesquelles le malade ne peut pas répondre à la question parce qu'il est dans le coma, parce qu'il a une altération de ses fonctions cognitives, parce qu'il a des lésions cérébrales. Et donc, je dois décider à sa place. Donc, pour décider à sa place, je dois avoir un faisceau d'arguments qui permettent de répondre à ce qu'il aurait voulu. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il aurait voulu? Alors, je peux interroger la famille, mais ce n'est pas l'avis de la famille que je veux, c'est son témoignage. Ce n'est pas l'avis de l'entourage que je veux, c'est le témoignage de la personne. Et puis, s'il a écrit quelque chose, eh bien, ça va m'aider à prendre la décision. On dira, voilà, ce malade, il est sous respirateur, les lésions cérébrales sont majeures. Il a écrit je ne voudrais pas être prolongé de manière anormale avec des lésions cérébrales et être dans un état végétatif. Ça permet quand même d'apaiser le débat pour la famille, pour l'équipe médicale et de dire à la fois on va faire ce qui paraît raisonnable, c'est-à-dire d'arrêter le traitement de survie et en même temps, si j'ose dire, ben on a la tranquillité d'esprit que c'est ce qu'il aurait voulu s'il avait pu s'exprimer. Alors, si on n'a rien exprimé avant, il y a une autre notion qui est la notion de personne de confiance. Qu'est-ce que c'est une personne de confiance? Comment on la désigne? Comment ça se passe? Expliquez-nous. C'est une personne en laquelle on a confiance. Au moins, ça, c'est assez facile dans la définition. Cette personne, c'est de la famille, c'est le médecin, c'est un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a partagé justement cette vision que l'on peut avoir de la vie, de la mort, de la prolongation anormale de la vie ou de ce qui paraît acceptable ou non acceptable dans la survie. Cette personne de confiance, il suffit de la désigner. Attention, ce n'est pas la personne qu'on prévient en cas de difficulté. Ce n'est pas la personne à prévenir en cas d'urgence. Je peux être hospitalisé. Demain matin, on peut considérer qu'il va falloir m'opérer en urgence ou mon état va s'aggraver. On va appeler ma famille. On va appeler généralement le conjoint ou les enfants. Mais là, ce n'est pas ça. On peut très bien considérer que la personne de confiance, ça n'est pas la famille. Et que c'est une personne avec qui on a philosophiquement, humainement, eu un dialogue clair et qu'il aura à la fois la force et la lucidité de prendre la décision à ma place. Et donc, à ma place malade, parce que je ne peux plus m'exprimer. Et au fond, il est peut-être préférable qu'il ne s'agisse pas de quelqu'un de la famille. Lorsqu'on soigne sa famille, on est toujours dans l'excès d'un côté ou de l'autre. On a tendance à minimiser, à dire mais non, c'est rien alors que c'est grave. Ou bien inversement, on a tendance aussi à se tromper et à dire non, continuez à le maintenir en vie parce que je l'aime et je ne veux pas qu'il meure, alors que ça n'est pas forcément ce qu'aurait voulu le patient. Donc, une bienveillante neutralité dans la personne de confiance est, à mon avis, un bon choix. Certains choisissent leur médecin généraliste. Ils le connaissent, ils ont des échanges de confiance et ils associent, au fond, la vision technique de la situation de manière objective et l'engagement du malade et la fidélité à ses engagements.
Concrètement, comment on la désigne, cette personne de confiance, et comment le corps médical sait que monsieur Bidule ou votre curé est votre personne de confiance? On aurait voulu qu'il y ait un fichier, c'était la solution la plus simple, et que les directives anticipées soient sur ce fichier. Et vous savez que la loi est lente dans ce domaine, on a encore des difficultés pour avoir des fichiers de donneurs d'organes, ou de non-donneurs d'organes. Donc, la solution la plus simple, c'est d'avoir une personne de l'entourage, de lui confier à la fois ses directives anticipées et de la désigner comme personne de confiance. Et puis, effectivement, lorsqu'il arrive, et on a généralement un peu de temps, puisque c'est une personne qui n'est pas morte, c'est une personne qui est vivante et en incapacité d'exprimer ses volontés. Eh bien, à ce moment-là, dans son portefeuille, dans son entourage, on prévient, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel, c'est le docteur un tel, c'est mon fils, c'est mon père, c'est mon frère qui sont les détenteurs de mes volontés. Ils possèdent les directives anticipées qui sont remises et ils témoignent à ma place. Donc, je pense qu'il faut effectivement que l'entourage soit au courant de la situation. Généralement, les directives anticipées sont plus facilement écrites chez des gens qui ont une pathologie et qui savent que cette pathologie peut entraîner la mort, plutôt que des gens qui ont 20 ans, ne sont pas connus pour avoir une pathologie et qui, du jour au lendemain, dans un accident de voiture, se retrouvent dans le coma. Là, généralement, ils n'ont pas désigné de personne de confiance et ils n'ont pas écrit directive anticipée. C'est dommage, je pense que c'est une démarche qui devrait petit à petit rentrer dans les mœurs, sans qu'elle soit obligatoire, parce qu'on a le droit d'écrire ce que l'on souhaite et on a le droit de faire confiance à l'équipe médicale et à la société pour gérer au mieux cette fin de vie. Alors, cette loi Leonetti, elle a vécu. Au bilan, quel retour vous avez aujourd'hui des malades, des médecins, des proches? Quel retour, quel bilan vous pouvez tirer de cette loi? Le retour, c'est toujours pareil. On a des retours lorsque les choses se sont ou très mal passées ou très bien passées. Donc, on a des retours qui disent j'ai pu être auprès de mes parents, il est parti de manière apaisée, sans souffrance, parce qu'on a mis, entre guillemets, les seringues nécessaires qui ont fait qu'à la fois, il a gardé sa lucidité jusqu'au bout, on a pu se dire au revoir. C'est ça, au fond, le témoignage de ceux qui restent. Voilà. Il y a aussi ceux qui me disent, et qui le disent encore, et c'est le vrai scandale français, il hurlait de douleur 2 heures avant de mourir et il n'a pas eu les médicaments nécessaires. Franchement, la morphine et les morphiniques et les opiacés, ce n'est pas des médicaments très, très chers. Ne pas les administrer lorsque la fin de vie est proche, je dirais que c'est une faute médicale grave. Et puis, il y a toujours ceux qui disent faut-il aller plus loin? Voilà. Moi, je dis qu'il ne faut pas aller plus loin, il faut aller ailleurs. Voilà. Si on doit avoir une législation qui, comme le propose le président de la République, doit pouvoir donner la mort à quelqu'un qui la réclame, on n'est plus dans le soin, on est dans un autre débat. Donc, on a fait des lois avec Alain Claes, dont je rappelle qu'elles ont été votées à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui disaient « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir ». Voilà. Et je ne te prolongerai pas de manière anormale. Malheureusement, vous le savez, il y a 200 000 Français qui échappent à cette loi. Ils échappent à faute de moyens. Et donc, quelles que soient les décisions que l'on prenne, que la société décide, que le pouvoir exécutif prenne, il faudrait quand même se rendre compte que la vraie question, c'est est-ce que je donne les moyens d'aller de manière très volontaire vers le fait que je ne veux aucune souffrance en fin de vie. Ce vœu, il est excessif. Aborder sa mort n'est jamais une partie de plaisir. Mais faire en sorte que tous les moyens soient mis en place pour qu'on n'ait pas ces regrets, ces souffrances, ces angoisses de ces personnes qui disent mon père est mort et il a souffert pendant 3 semaines et on ne l'a pas calmé suffisamment. On a les moyens techniques et pharmacologiques de le faire, on a les compétences pour le faire.
il y a quand même encore plus de 20 départements qui ne sont pas pourvus par des soins palliatifs. Et on a 200 000 Français par an qui échappent à cette possibilité. Donc, je dirais qu'au fond, il y a deux débats. Il y a le débat, est-ce que cette vulnérabilité de la fin de vie doit être prise en compte avec, au fond, la vulnérabilité globale que l'on doit aux fragiles et ne pas abandonner les gens parce qu'on ne peut pas les sauver. C'est une première vision. Et puis la deuxième vision, c'est est-ce qu'on a le droit ou non de donner la mort à quelqu'un qui la réclame? Je dirais que c'est un autre débat. C'est le débat du suicide assisté ou de l'euthanasie. Mais la loi actuelle, son principal défaut, c'est de n'avoir jamais donné les moyens de l'appliquer. Alors c'est un débat qui rend mal à l'aise les médecins, le corps médical qui a été formé à soigner et qui n'a pas été formé à donner la mort. Ça ne soulage pas, ça arrête la souffrance, ça c'est sûr, mais ça arrête la vie en même temps. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai essayé d'explorer des pistes. Je pense que donner la mort n'est pas un acte médical. Donc, si le législateur, et ça n'est pas mon avis, permettait la possibilité de donner la mort à quelqu'un qui la réclame, il faudrait la déconnecter de l'acte médical. Mmh. Mais je continue à penser que, comme Robert Badinter le dit, il n'y a pas beaucoup de droits fondamentaux. Le droit à la vie, c'est un droit fondamental. C'est un droit créant, c'est-à-dire c'est un droit qu'on réclame à la société. Il faut toujours être très prudent lorsqu'on entame les droits fondamentaux. Et donc, je pense que le droit à la vie est un droit majeur. Et je ne le dis pas avec une conviction religieuse, je le dis simplement parce que je pense que le visage de l'autre, l'altérité, fait, comme le dit Lévinas, que j'ai un interdit de tuer. Ce n'est pas Dieu sur le mont Sinaï qui a remis ce précepte à Abraham. C'est les hommes qui, en conscience, se disent l'autre, c'est à la fois quelqu'un de différent et en même temps, c'est moi-même et je n'ai pas le droit de le tuer. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur la question. Vous y avez pensé pour vous? Vous avez laissé des directives anticipées? Oui, moi j'ai des directives anticipées. Je les ai même publiées. Voilà. Donc, ça, chacun sait que moi, je considère, par exemple, et c'est mon choix, que je ne veux pas vivre en vie végétative. Voilà. Je ne veux pas vivre avec une incapacité de communiquer avec les autres et une incapacité d'avoir conscience que j'existe. Donc, effectivement, si on se trouvait dans cette situation, mes directives anticipées seraient appliquées. Mais enfin, je suis dans une famille dans laquelle, malheureusement, on a été confronté à ces problèmes, comme toutes les familles de France, et puis dans laquelle, pour des raisons que vous pouvez imaginer, le sujet a été souvent abordé. Donc, chacun sait exactement ce que je souhaite. Un mot dernier pour dire l'acharnement thérapeutique. Moi, je suis médecin des hôpitaux, cardiologue et réanimateur. Je me suis beaucoup acharné à sauver des vies. Voilà. Et si demain je fais un arrêt cardiaque, j'ai envie que pendant une période volontariste relativement courte, on essaie de me sauver la vie. Voilà. Et puis, je veux aussi qu'avec lucidité, si les gens considèrent que les lésions cérébrales sont irréversibles, on accepte que la mort vienne. Voilà. Et au fond, le premier texte qu'on avait fait, ça s'appelait « Respecter la vie et accepter la mort ». Et la mort est toujours un tabou dans cette société. On n'arrive pas à aborder le problème alors qu'il concerne tout le monde, que c'est le tragique de la vie, le drame existentiel de chacun d'entre nous, de savoir que la finitude est inscrite dans notre destinée. Et pourtant, le deuil est compliqué, et pourtant, le deuil n'est pas affiché, et pourtant, aborder la fin de vie continue à être difficile. Donc, si on devait avoir, comme le président de la République le propose, un débat là-dessus, si on pouvait l'élargir à la fin de vie en général et à la vulnérabilité en général, ça serait mieux que de poser des questions binaires, la question est-ce que vous voulez ou non légaliser l'euthanasie? Je vous remercie de cet éclairage de législateur, de médecin et puis aussi d'homme. Passage sur ces sujets, celui qui dit je sais
est un menteur ou un ignorant. Plus on travaille ce sujet et moins on sait. Et donc, ce qu'il faut, à mon avis, c'est avoir l'humilité du doute qui devrait habiter chacun d'entre nous.